Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Thibaut Boutroux, le directeur marketing de Just Mining. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Just Mining, on va justement parler un petit peu de l'aventure de cette jeune startup française dans cet épisode, du début jusqu'à aujourd'hui. On va également discuter de toutes les manières d'investir dans les crypto-monnaies. Donc si vous voulez vraiment comprendre mieux cet écosystème, je pense que cet épisode va être parfait pour ça, puisqu'on va discuter d'achat de crypto-monnaies, on va discuter du mining, on va discuter du stacking, on va discuter des masternodes, on va même parler de la finance décentralisée et des différentes manières de prêter à ces crypto-monnaies. Donc voilà, ça va être un épisode chargé, on va apprendre plein de choses, mais par contre voilà, accrochez-vous jusqu'au bout, je pense que vous serez pas déçus et vous allez apprendre énormément de choses. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Thibaut et moi-même dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bonjour Thibaut, merci d'être venu sur Juicy Nation. Salut Joachim, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Trop cool que tu sois là. Alors j'aimerais bien commencer par parler un petit peu de ton parcours. Comment t'es rentré dans l'univers magnifique des crypto-monnaies, dis-moi? Alors, un petit peu par hasard, en fait, si tu veux, moi, à la base, pendant mes études, j'ai découvert, l'écosystème et l'environnement, qui tournait autour des startups et des nouvelles technologies. D'abord par le biais d'un intervenant externe, de mon école, avec qui j'ai sympathisé, avec qui j'ai fait un stage de fin d'année dans lequel, donc lui, il dirigeait un incubateur, en fait, si tu veux, sur le Grand Est. Donc dans son incubateur, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de chefs d'entreprise, certains qui étaient sur l'intelligence artificielle, d'autres qui bossaient sur les réseaux sociaux, d'autres sur la réalité augmentée. Et pendant ce stage, il y a un mec qui est venu avec un projet autour de la blockchain. Voilà, c'est la première fois que j'en entendais parler, donc au début pas forcément d'attirance particulière. J'ai creusé comme on creuse sur tous les projets qu'on reçoit, et puis peu de temps après, un autre gamin qui se pointe avec un projet, un gamin qui s'appelle Owen Simonin, que tu connais peut-être, que maintenant on connaît beaucoup sous le nom de Asher. Donc à l'époque il avait 19 ans, et puis là, avec son discours plein de fougue, je me dis: «Ah ouais, je vais creuser un petit peu plus», et puis je sympathisais un peu avec Owen, et puis en fait on avance ensemble sur ce sujet, et voilà, je me prends de passion pour les cryptos. Donc la première fois que j'en entends parler, on est en 2015. Quand je commence à m'y intéresser réellement, on est sur 2016, et puis après j'ai plus jamais quitté, j'ai jamais quitté cet environnement. C'est trop cool. Et du coup, tu étais parmi les premiers employés de la société, Just Mining qu'a cofondé Owen, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors en fait, si tu veux, les premiers mois de l'aventure de Just Mining, donc quand il vient et qu'il est encore au stade projet, donc là on est fin 2016. Moi je suis dans cet incubateur à ce moment-là, en fait. Donc je l'accompagne avec mon mentor sur la partie mise en place et développement de la structure. Donc là la société est pas encore créée, et en fait quand il crée la société, rapidement il est au début il est tout seul avec son frère qui lui donne un coup de main, et un ami à lui. Puis il a besoin de s'entourer, en fait, et on avait plutôt bien matché, et donc il me propose de rejoindre l'aventure, et donc je le rejoins au tout début de la création officielle de Just Mining, en fait. Donc je suis pas un des membres fondateurs, mais je suis là depuis avant la création, aux côtés d'Owen. OK, trop cool. Et ça a été créé quand du coup, Just Mining, pour? Donc la création officielle, c'est mai 2017, donc ça commence à faire un petit bout de temps, et le projet est né dans la tête d'Owen, fin 2016. OK, donc la boîte a fêté ses 4 ans là? Enfin C'est ce ça, mois-ci, elle l'a faite. ouais, OK, C'est ça, à la fin du mois. à la fin du mois. Trop bien, donc une boîte qui en plus ça fait vraiment plaisir, tu vois? Parce que des jeunes, parce que Owen il est de 97 je crois, il doit avoir le même âge que moi ou peut-être un peu plus? C'est ça, Owen 97 et moi 96. Ouais, voilà, des jeunes de 23-24 ans, tu vois, qui lancent une boîte et qui dépassent le seuil fatidique des 3 ans, donc qui marchent quoi. Ça fait vraiment plaisir en fait à voir, et ça donne de l'espoir en tout cas, à plein de jeunes entrepreneurs, et dont j'en fais partie. Donc rien que pour ça, félicitations à vous 2. Merci, et c'est vrai que c'est encore jeune, mais
on se représente pas trop, mais voilà, à l'échelle de la blockchain. Donc la blockchain, c'est la première apparition, c'est 2008-2009. Donc à l'échelle de la vie de la blockchain, c'est une ancienneté qui est quand même assez importante et qu'on retrouve chez peu d'acteurs, quoi. Donc enfin, voilà, pour un ordre d'idée, Binance s'est fondé en 2017. Donc tu vois, on a un historique qui commence aussi à causer, et puis on a passé les premières vagues difficiles en fait du marché, ce qui nous a donné une vraie légitimité, une vraie crédibilité sur le marché qui fait ce qu'on est aujourd'hui aussi. Alors justement, tu parles de vagues difficiles, on va un peu revenir sur l'historique, des marchés crypto. Du coup, création de la société 2017, une très, très belle année, pour le marché des cryptos. Le vrai gros premier bull run, il y en avait eu d'autres avant, mais c'est là que j'ai l'impression que les cryptos sont devenus un peu dans le domaine mainstream, enfin qu'elles ont été connues de plus en plus. C'est ça. Alors c'est pas le premier bull run, il y en avait déjà eu auparavant qui avaient été tout aussi impressionnants, mais à l'époque où un marché qui était encore jeune, qui était peu connu et qui était peu médiatisé surtout. Donc celui de 2017, ça a vraiment été le premier qui a été très médiatisé, où on a commencé à voir un Bitcoin à la télé ou dans les grands médias. Donc ça a vraiment été à marquer un changement. Donc c'est vrai que nous, en termes de timing, création mai 2017, première livraison de matériel de minage septembre 2017. On a tenu tous les délais. Donc, avec un petit peu de chance, le timing en fait de lancement était parfait, parce que quand on commence à commercialiser, quelques mois plus tard, on a un marché qui s'envole, et donc on est mis sur le devant de la scène très très rapidement. On a une grosse exposition médiatique. Owen de son côté avec sa chaîne YouTube Asher qui explose en parallèle. Donc c'est vrai que ça fait tout de suite une très très grosse croissance et une très grosse mise en lumière, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que bah, du coup, ça nous a permis de scale très rapidement et de pouvoir faire grandir la société sans aller lever de fonds ou sans aller se faire financer ailleurs. On a pu garder l'intégralité des parts de la boîte en s'autofinançant, mais avec les inconvénients que bah, on était jeunes, et ça allait très très vite pour nous. On n'avait pas le recul et pas l'expérience, donc on a été rapidement un petit peu pas dépassé, mais voilà, on n'avait plus les effectifs humains, si tu veux, pour suivre la croissance. Donc on a dû à un moment donné prendre la décision de se mettre par exemple en rupture de stock pendant le début janvier de l'année 2018 du coup, parce que ça allait trop vite en fait, et on vendait trop de machines, on était obligé de rester monter les machines pendant la nuit, donc c'était une période un petit peu marrante et un petit peu sport. Ouais, j'imagine. J'avoue que ça devait pas être, facile, mais pour revenir un peu sur, voilà, cette historique, donc 2017, vous vendiez uniquement, des machines, pour miner, c'est ça? Des cryptomonnaies? C'est ça, c'est ça. L'origine de Just Mining, c'était la promesse de vendre des machines de minage totalement plug and play. Donc les machines de minage, c'est des machines qui vont fonctionner sur la blockchain, qui vont valider des transactions et qui vont être rémunérées pour le travail qu'elles font pour la blockchain. Donc quand on est donc aujourd'hui, c'est assez connu comme activité le mining, mais quand on remet le contexte, 2017, c'est pas encore très démocratisé. Il y a encore peu de contenu qui explique comment ça marche. Il n'y a pas de tutoriel en ligne qui explique comment monter sa propre machine chez soi. Donc à moins d'avoir des bonnes connaissances informatiques et une bonne connaissance du marché des cryptos, monter ta machine chez toi, ça devient vite compliqué. Et en fait, nous, on se dit, c'est dommage parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce marché-là, et qui sont prêts en fait à acheter du matériel si tu leur proposes une solution en fait qui est plug and play, et où ils n'ont pas besoin d'avoir les compétences techniques. En fait, les gens ils veulent juste investir, mais ils n'ont pas le temps de s'y intéresser, ils n'ont pas le temps de monter leur machine, ils n'ont pas le temps d'entretenir. Donc la promesse c'était de dire, bah voilà, nous on va vous faire un ordinateur qui va miner du Bitcoin, vous allez le recevoir chez vous, vous allez le brancher à Internet et au courant, vous allez appuyer sur Start et automatiquement ça va miner et vous allez recevoir des euros sur votre compte en banque. Mmh. C'était vraiment ça la promesse, et voilà. Et ça a marché. On a réussi à tenir déjà technologiquement le produit, à le monter et à le mettre sur le marché. La demande a très bien suivi et on a livré toujours dans les temps. Donc ça a très bien fonctionné au départ. Et puis voilà, après il y a eu le boom de 2017 qui a fait qu'on a explosé les ventes, et où là après il y a eu la grosse phase de bear market où là ça a été un petit peu plus compliqué, et seuls les acteurs solides et sérieux ont réussi à tenir le rythme. Alors juste avant de parler un petit peu de la dé la le couteau qui tombe, l'année 2018, j'aimerais juste revenir sur cette année 2017 et notamment moi j'avais essayé de monter une machine aussi,
mais j'ai comme un idiot, je m'étais dit que j'étais suffisamment compétent pour le faire moi-même. Sauf que je m'étais retrouvé face au problème de, rupture de stock de cartes graphiques. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. C'est encore le cas cette année, en 2021, les cartes graphiques sont en rupture de stock, puis, avec la lancée de la PS5 et cetera, le bateau qui s'est coincé là, enfin, il y a eu plein de problèmes qui ont fait que c'est ultra rare de trouver une carte graphique. Et vous, par exemple, en 2017, comment vous faisiez pour toujours avoir suffisamment? C'est pour ça que vous étiez en rupture de stock à un certain moment aussi peut-être? C'est lié tout ça? C'est ça, bah, alors c'est vrai qu'effectivement déjà depuis décembre, 2020 là, on est dans une conjoncture du marché qui est un petit peu similaire sur le minage où les composants sont très difficiles à trouver, donc les machines sont rares et sont beaucoup plus chères. Et donc ouais, on se retrouve en 2017 à avoir, une très forte hausse de la demande sur les cartes graphiques, donc composant qui est nécessaire pour générer de la puissance et miner des cryptomonnaies. Heu et donc les déjà les fabricants de cartes n'avaient pas prévu ça et se retrouvent totalement dépassés en termes de fabrication. Ceux qui arrivent à avoir des cartes, bah, font monter les prix parce que tout le monde en veut et donc forcément la demande est très, très forte et l'offre est peu disponible donc ceux qui en ont, montent les prix donc ça devient compliqué de s'en fournir. Celles qu'on arrive à trouver sont chères donc à un moment donné, on se met en rupture de stock par rapport à ça, la difficulté à s'approvisionner et surtout après tu te retrouves sur des prix qui sont plus cohérents. C'est-à-dire que la rentabilité du minage, elle évolue dans le temps. Donc tu as des phases où elle va être très haute quand les marchés sont très hauts et la difficulté n'a pas spécialement bougé. Et tu as des phases en fait où les cours sont plus bas et la difficulté reste aussi assez élevée et donc on a une rentabilité qui est beaucoup plus faible. Et les gens veulent toujours commander quand c'est haut, mais n'ont pas forcément le recul de se dire que la rentabilité va pas rester à ce niveau-là tout le temps. Et donc bah, quand les composants montent, forcément le prix, donc le coût de revient de ta machine, il va monter aussi, donc tu es obligé de vendre ta machine plus cher. Et à un moment, tu te retrouves avec un prix de vente où tu te dis à ce prix-là, je la vends, mais éthiquement, je sais que le client qui va l'acheter à ce prix-là, à un moment donné, il va pas s'y retrouver. Donc, Ouais. soit tu te dis: «Écoute, je prends la décision de vendre» et là, tu as une vision qui est plutôt court-termiste parce que tu sais que ce client-là, il va t'acheter une machine une fois, mais dans 6 mois, quand la rentabilité aura baissé, bah, ce client, il t'en voudra, il reviendra plus chez toi. Ou alors tu te dis: «Bah, voilà, quitte à perdre des clients tout de suite, je préfère tenir le discours de me dire, je me mets en rupture de stock, on arrive à des prix qui sont beaucoup trop importants, c'est plus cohérent de vendre à ce prix-là, on arrête de vendre pour l'instant et on attend que le marché se calme». Et c'est un discours qui a plutôt plu aux gens parce que c'était honnête et nous ça nous allait pas de toute manière de le faire dans l'autre sens donc voilà, on a pris cette décision là et après pendant le début on arrivait quand même à tenir le rythme parce que quand tu es sur le marché depuis quelques temps, donc nous ça faisait quelques mois, donc on avait déjà commandé des composants en grosse quantité, donc bah tu lis forcément des liens avec les fournisseurs et donc bah ces fournisseurs là quand ils ont des stocks avant de les mettre sur le marché, bah, ils te passent d'abord un coup de fil pour savoir si toi tu en as besoin. Donc du coup, tu arrives toujours à te procurer, plus tu es gros et plus tu vas passer des volumes importants, plus tu arrives à avoir ces liens et ces relations avec les fournisseurs. Ah bah, tout à fait, c'est le propre du commerce, hein, c'est, d'avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs. C'est ça et c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de cartes graphiques sur le marché, sur les ASIC, donc pour miner du Bitcoin, c'est pareil, il y en a plus sur le marché non plus ou alors, ils se vendent à des prix exorbitants. Mais, si tu vas voir les fabricants et quand tu accompagnes des fermes de minage sur des projets qui sont colossaux comme on le fait avec certains partenaires, bah, là, tu arrives encore à t'approvisionner en composants parce que c'est plus facile pour le fabricant de sortir un gros batch de machines pour, mettre à un seul endroit plutôt que de les éparpiller un petit peu partout à travers le monde, quoi. D'accord, parce que vous vendez, des machines on va dire en plug to play quoi, pas seulement à des particuliers, mais aussi à des professionnels. Il y a des professionnels qui vous demandent, de mettre en place une infrastructure de mining, pour leur société? Bien sûr, bien sûr. Bah, alors déjà, donc historiquement, nous, l'idée c'était de s'adresser aux particuliers, mais notre offre était pas fermée. Donc déjà dès le début, on commençait à toucher, des professionnels parce que, bah, pour faire du minage de manière rentable, l'idée c'est d'avoir l'électricité la moins chère possible. Et tu as plein de professionnels en fait en France selon leurs différentes activités qui ont toujours de l'énergie à disposition ou pour qui c'est rentable de dépenser de l'énergie. Donc là, tu trouvais naturellement en fait un segment client. Et aujourd'hui, donc depuis 2017, le marché du minage a bien évolué. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'est nettement professionnalisé et qui se professionnalise de plus en plus. Et je pense qu'à terme, le marché du minage pour les particuliers, en tout cas, il a vocation
à disparaître ou en tout cas à s'estomper. Aujourd'hui, nous les plus gros projets qu'on fait, c'est essentiellement avec des professionnels et c'est des projets de très grosse envergure. Enfin, c'est bosser avec des très très grosses boîtes, certaines qui sont connues, d'autres non, beaucoup des producteurs d'énergie et tu vas installer voilà des parcs dans des grands hangars, des projets à plusieurs millions d'euros et voilà, c'est des projets qui sont déjà sympas intellectuellement et humainement à mener et puis qui sont toujours économiquement forcément plus intéressants. Oui, parce que j'imagine que ces clients-là, vu qu'ils arrivent à avoir de l'énergie moins chère que les autres, ils ont un avantage économique à miner, de la crypto, quoi. C'est ça et puis ils ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes objectifs qu'un particulier, un particulier va avoir vraiment une obligation de rendement sur son investissement quand il va acheter une machine individuelle, alors que le professionnel, il va être sur un investissement de diversification, donc il a pas les mêmes attentes, il va plutôt être sur des objectifs à long terme, donc il va pouvoir limiter en fait et diluer ses risques sur l'investissement, donc le raisonnement d'investissement n'est pas tout à fait le même. Oui, rien qu'en termes d'amortissement, de la machine, sur, plus sur un temps long, la l'enlè enfin, tu enlèves on va dire les taxes aussi, donc rien que pour ça C'est ça, et tu as plein de surtout, petites optimisations que tu est-ce peux qu'il y faire en et a il y cetera. en a, ils le font dans une optique de convertir une partie d'avoir une trésorerie, en fait, une seconde trésorerie, crypto? Ça c'est enfin, j'imagine que les objectifs sont variés, mais ça en fait partie? Tout à fait, de plus en plus, ouais. De plus en plus, il y en a qui le font. Ça se voyait moins avant, avant ceux qui le faisaient, c'était vraiment les sociétés qui étaient ancrées dans l'écosystème blockchain. Aujourd'hui, tu as plein de gros mineurs qui sont pas forcément des sociétés qui sont spécialisées dans le sujet et qui le font dans l'idée de conserver du bitcoin sur du long terme pour diversifier un petit peu leurs actifs, ouais, tout à fait. On a vu là, dans la Silicon Valley, ça commence à y aller, vraiment, des boîtes qui se créent de la trésorerie en bitcoin ou en Ethereum, pour ne citer que, il y a Tesla, il y a MicroStrategy, un truc comme ça, il y a PayPal aussi qui s'y est mis, enfin, MicroStratégies qui ont été vraiment les les ouais. précurseurs, ouais. Ça eux, ils ont commencé déjà, en 2016, même avant. Alors Coinbase, oui, Coinbase a commencé bien avant, MicroStrategy un petit peu après, mais sur un modèle différent. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé, nous, en tout cas, sur l'activité depuis le premier confinement, en fait, où tu as eu beaucoup de sociétés qui se sont rendues compte que le modèle économique actuel, il avait aussi ses faiblesses et ces faiblesses qu'on pensait pouvoir masquer, à jamais, sont venus en fait au grand jour et on s'est dit peut-être qu'à un moment donné ça va quand même tomber et ce serait pas une mauvaise idée de se sécuriser ou de se diversifier, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et quand tu regardes, bah, qu'est-ce qu'il y a comme solution alternative au marché financier traditionnel, bah, tu vas tomber assez naturellement sur l'or. Et puis aujourd'hui, un actif qui n'avait pas forcément de crédibilité il y a quelques années, qui est le Bitcoin, devient de plus en plus légitime. Et puis aujourd'hui, tu as du contenu en ligne qui te permet de t'informer et de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et puis tu as des grands acteurs qui se sont intéressés. Et donc, quand c'était il y a 5 ans et qu'il y avait aucune grosse société qui était dessus, tu pouvais douter un petit peu de la pertinence du truc, mais quand tu te rends compte aujourd'hui que tu as des sociétés qui sont connues de tous, qui commencent à investir des sommes colossales dessus, tu te dis que les gens qui sont à la tête de ces sociétés-là sont des gens qui ont quand même de la matière grise dans la tête, donc s'ils le font, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et ça a donné un petit peu une réflexion nouvelle à plein d'investisseurs professionnels et on a de plus en plus d'entreprises, ouais, depuis le premier confinement, qui viennent nous voir pour mettre une petite partie de leur trésorerie, se diversifier un petit peu, simplement dans une optique de limiter en fait, de limiter un petit peu leur risque ou leur exposition à leur banque, tout simplement. Pas forcément sur une optique d'investissement, mais plus sur une optique de diversification. Oui, carrément, avoir un bilan diversifié de la société, qui n'est pas que libellé en euros ou en dollars, mais aussi dans des actifs, on va dire plus transversaux, plus internationaux, comme le bitcoin qui, petit à petit, est accepté, on va dire, un peu partout dans le monde. Pour revenir un petit peu sur le parcours de Just Mining, donc on a parlé de 2017, 2018 là, c'est la débandade, hein, c'est le couteau qui tombe. C'est c'est la chute, du marché, hein, qui prend une grosse claque. Comment vous vous sentez vous, chez Just Mining à ce moment-là? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que, vous trouvez qu'il y a une opportunité, qui s'ouvre? Comment quel est l'état de l'équipe?
Alors donc pour recontextualiser, donc fin 2017, début 2018, grand pic sur le Bitcoin qui passe entre 2000 et 3000 euros en septembre 2017 et qui touche quasiment les 20 000 dollars fin 2017, début 2018, avant de s'effondrer courant janvier-février 2018 enfin en dessous du seuil des 5 000 euros. Donc grosse montée et grosse correction, une correction qui arrive très très rapidement, qui se fait en quelques jours. Donc ça fait très très peur à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de particuliers qui sont entrés sur le marché qui ont perdu beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. Alors nous forcément tu es impacté par ça, hein, parce que bah, quand le marché est tout haut, tu as beaucoup de gens qui s'y intéressent. Quand le marché redescend comme ça, tu as beaucoup moins de gens qui s'y intéressent. Fort heureusement, on a atteint un seuil de crédibilité et de légitimité sur le marché qui fait que on continue à générer suffisamment pour développer la société, pour continuer à croître, parce que tu as tous ceux qui étaient venus un petit peu par opportunisme en achetant du Bitcoin parce qu'il était haut et qui s'y sont pas intéressés plus que ça, mais tu as aussi plein de gens qui s'y sont intéressés un petit peu plus et qui se sont rendus compte que technologiquement, au-delà de la valeur spéculative et du cours qui pouvait être très volatile, il y avait des réels fondamentaux et une réelle façon de penser qui était intéressante derrière. Et donc ces gens-là, ils vont creuser un petit peu plus et puis ils voient plus la baisse des cours comme une opportunité. Et en fait, en tant qu'acteur de l'écosystème, quand tu discutes avec des gens qui ont un historique un peu plus gros que le tien sur ce marché-là, tu te rends compte que le Bitcoin c'est un marché cyclique avec des phases de bull run, donc où tu as un cours qui est très très haussier pendant une durée de temps qui est assez réduite, et puis après tu as une correction et un bear market qui peut durer jusqu'à 2 ans. Et en fait, le bear market, c'est toute la période où tu es un petit peu plus tranquille pour développer de nouvelles choses, développer de nouvelles idées, te refocaliser, te restructurer sur plein de choses et être prêt de nouveau pour une nouvelle accélération en fait pendant le prochain bull run. Donc en fait, on n'est pas vraiment inquiété. D'accord, et à ce moment-là, vous vous dites, vous commencez à vous mettre à vous préparer comme tu dis, à peut-être préparer de nouveaux services, de nouveaux produits, pour vos clients et pour le futur, nouveau, bull run? C'est ça. Tu commences déjà à préparer la suite et puis en réalité, voilà, un marché avec des cours bas n'est pas forcément un marché qui bouge pas. Donc on a eu une grosse baisse, mais on a toujours des petites variations qui donnent des opportunités, d'investissement qui sont hyper intéressantes, même avec un marché qui est bas. Donc il se passe toujours des choses sur le marché. Le bull run a quand même mis le Bitcoin en lumière, donc tu as quand même plein de gens qui commencent à s'y intéresser, plein de nouvelles idées qui émergent. Donc on a un marché qui est toujours vivant et qui est toujours très actif et très dynamique. Donc la Terre s'arrête pas de tourner. On continue vraiment à bouger, à être très actif. Nous, on continue à voir de nouveaux utilisateurs qui arrivent, à continuer à faire des ventes ou quoi. Donc on n'est ni touché psychologiquement ni économiquement. Donc pour nous, ça va plutôt bien. On voit d'autres sociétés qui ont été peut-être un petit peu moins prudentes et qui ont peut-être trop parié sur le bull run, tu sais, en investissant beaucoup dans de la communication, beaucoup dans de la RH, et qui, elles, sont vraiment impactées parce que bah, du coup, tu as quand même des rentrées d'argent qui sont nettement moins importantes, et donc là, tu te retrouves à devoir peut-être licencier ou quoi, ou tu étais en train de surfer sur la vague, mais tu n'avais pas vraiment de base solide derrière, et donc quand il se passe plus rien, bah du coup, tu te retrouves à devoir fermer les portes. Et on a plein de gens qui ferment leurs portes petit à petit autour de nous, et en fait, ça nous renforce beaucoup parce que nous, on est toujours solide. Nous, on n'est pas inquiété sur tout ça, et donc les gens voient ça en fait et voient que bah il y en a plein qui ferment autour, et puis nous, on reste debout en fait. Donc du coup, ça nous légitimise, ça nous crédibilise encore plus aux yeux de l'écosystème. Et on a toujours Owen qui continue son travail de vulgarisation autour. Donc non, ça se passe très bien pour nous par la suite. OK, super intéressant, et d'ailleurs ça me fait penser que, bah, c'est la différence entre ceux qui ont une stratégie et ceux qui n'en ont pas, en fait, et ça s'applique aussi bien aux entreprises de l'écosystème, hein, que tu sois une start-up, qui pense court terme ou une start-up qui pense long terme, mais aussi aux investisseurs, hein, dans l'écosystème crypto, hein. Quand tu penses trop court terme et au profit que tu vas faire, ce mois-ci, cette semaine et cetera, ce jour, cette semaine ou ce mois-ci, et que tu délaisses la partie, long terme de vraiment te créer un portefeuille équilibré, qui ait du sens, je pense, tu peux peut-être être gagnant à très court terme, mais à long terme, ben, C'est ça, ça sera l'autre qui gagnera, et je pense que c'est exactement ça. c'est ce que vous avez fait et c'est ce qui vous fait que vous réussissez mieux que les autres aujourd'hui.
Heu, Maintenant, moi, j'aimerais venir un petit peu sur, on votre premier produit, donc c'était le mining. Donc on a plusieurs façons, on va dire, d'investir dans les cryptos. La première, c'est d'acheter, du bitcoin de façon très simple, sur un courtier, hein, on appelle ça des exchanges. Donc ça peut être, du Coinbase, ça peut être du Binance, du Kraken, du Crypto.com, du Swissborg. Il en existe plein des exchanges aujourd'hui. La deuxième, c'est, on en a parlé au début, c'est de faire du mining. Donc c'est d'avoir une machine, à la maison, qui va, résoudre des calculs, sur des blockchains, ça peut être Bitcoin, Ethereum, ou d'autres. Et du coup, il existe combien d'autres manières, de faire travailler de l'argent, dans cet écosystème crypto? Alors, nous en fait, on catégorise, la façon d'investir dans les cryptomonnaies, la blockchain en 3 grandes catégories. Donc il y a acheter directement des cryptomonnaies, ce que tu as évoqué. Il y a acheter des parts ou investir dans des sociétés qui sont dans le secteur-là. Donc pour des fonds d'investissement, ça peut être par exemple de rentrer, dans une société comme Coinbase ou des choses comme ça. Au Et capital? la 3e solution, c'est exactement, au capital pour la deuxième option. Rentrer au capital d'une société qui est dans la blockchain, dans les Comme cryptomonnaies. investir dans une start-up, quand tu achètes des actions non cotées, d'une start-up, c'est ça? Exactement, exactement. Alors après, ça peut être un investissement passif où tu es juste là en tant que business angel, ou ça peut être, un investissement plus impliqué en fonction de ce que tu fais en tant qu'investisseur. Et du coup, la troisième option, de manière plus globale, c'est la sécurisation de la blockchain. Donc, cette sécurisation de la blockchain, c'est là où nous, on a fait notre expertise. Donc, tu as effectivement l'aspect minage qu'on a évoqué tout à l'heure, mais le minage, donc c'est la première manière qui a été pensée pour sécuriser la blockchain. C'est comme ça qu'on sécurise la blockchain Bitcoin. Mais au fil du temps, il y a plein de nouvelles crypto-monnaies qui sont arrivées, plein de nouveaux projets avec leurs différences et leurs innovations. Et on a vu émerger aussi de nouvelles méthodes de sécurisation de la blockchain. Parce que le minage a ses avantages d'être très sécurisé, a ses inconvénients de nécessiter une capacité de puissance de calcul hardware, de consommer un petit peu d'énergie. Alors le débat énergétique, on n'y vient pas là, mais c'est un autre sujet. Euh, et il y a eu d'autres méthodes qui sont plus scalables, qui sont venues arriver, notamment ce qu'on appelle par exemple le terme technique le proof of stake, où tu retrouves derrière des masternodes, du stacking, etc. Et c'est vraiment là-dedans que nous, avec Just Mining, on a mis notre expertise. Donc on a pivoté. Aujourd'hui, Just Mining, c'est pas que du mining, c'est aussi d'autres activités. Le minage aujourd'hui, c'est peut-être 15-20% de notre activité, donc ça devient quelque chose qui est même minoritaire par rapport aux autres sujets. Et donc en gros, les masternodes et le stacking, d'un point de vue investisseur, ça se rapporte un petit peu à un livret d'épargne où tu vas immobiliser une quantité X de crypto-monnaies et en contrepartie, tu vas toucher des intérêts de manière régulière. Alors ça a plusieurs avantages par rapport à un livret d'épargne, c'est que déjà, tu as des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus attrayants que ce que tu vas trouver sur la finance traditionnelle. En Mmh. plus de ça, tu as des actifs qui peuvent prendre de la valeur. Donc, c'est-à-dire que tu peux gagner sur ton intérêt, mais tu peux également avoir un actif qui prend de la valeur. Donc, tu peux gagner sur les deux tableaux. À l'inverse, des actifs qui sont plus volatiles, donc tu peux aussi perdre de la valeur. Et tu es aussi plus flexible, c'est-à-dire que tu es payé de manière quotidienne, tu peux ressortir quand tu veux, tu as beaucoup plus d'agilité que si tu es sur les marchés de la finance traditionnelle. Donc ça, c'est des produits qui sont arrivés et qui en plus ne nécessitent pas de spécificité ou de prédisposition. Tu vois, pour faire du minage, tu as besoin d'avoir de l'énergie pas chère, tu as besoin d'avoir un espace si tu veux le faire chez toi pour pouvoir mettre ta machine, parce que la machine, elle dégage de la chaleur, elle est bruyante. Donc, quelqu'un qui est en appartement, par exemple, il peut pas avoir une machine de minage. Alors que le stacking ou les masternodes, c'est totalement dématérialisé, donc n'importe qui peut le faire. Et tu peux commencer en plus de ça avec des débuts d'investissement qui sont très bas. Tu peux commencer avec quelques dizaines d'euros, comme tu peux aller mettre quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment un produit qui est très très flexible et qui s'adapte en fait à tous les profils d'investisseurs. Si tu as un profil plutôt investissement père de famille où tu veux pas trop prendre de risques, tu as des produits d'investissement dans le stacking qui sont des produits qu'on va qualifier de moins risqués. Donc on est toujours quand même sur des produits qui sont volatiles, hein, parce que tu es sur le marché de la crypto-monnaie, donc Ouais. tu as quand même un risque qui est plus élevé que sur le marché traditionnel. Mais en tout cas, tu te retrouves à pouvoir faire plein de choses et à pouvoir correspondre à plein de profils d'investisseurs différents. Donc ça, c'est super intéressant. Donc nous, ce virage-là, on le prend, à la fin de l'année 2018 pour les masternodes. Je crois qu'on commercialise nos premiers masternodes sur le dernier trimestre de l'année 2018. On doit être sur septembre-octobre 2018. Et
et on est les premiers en fait au monde à proposer des masternodes plug and play, où on donne la possibilité à l'investisseur de nous donner des euros, et nous en fait avec ces euros-là, on va faire tout le travail technique pour lui, parce que Mmh. derrière la création d'un masternode ou d'un produit de stacking, tu as toute une configuration logicielle et technique qui est relativement complexe selon les projets, et tu as surtout un maintien et une gestion du serveur qui est relativement compliqué. Ouais. Donc nous, en fait, on s'occupe de toute cette partie technique, on va centraliser toute cette partie technique chez nous et on va le rendre très accessible et très simple aux investisseurs, en fait. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est parce que oui, en effet, même si la blockchain et les crypto-monnaies se démocratisent de plus en plus, il y a toujours ces connaissances techniques à avoir, même s'il y a de plus en plus de contenu autour de comment faire et cetera, des tutos, des gens qui sont là pour expliquer comme le fait, si bien Owen, sur la chaîne, YouTube, Asher. Après voilà, il y a quand même, des compétences techniques par moment, à avoir, notamment pour les masterminds. Alors j'aimerais bien, parce que souvent on me le demande, j'aimerais bien essayer de comprendre quelle est la différence entre stacking et masternode. J'ai bien compris qu'il y avait ça tournait, principalement autour du système de sécurisation, mais c'est, voilà, tu que c'est une sécurisation qui d'un point de vue technique est différente, mais dont l'objectif est le même? Alors, l'objectif est globalement le même. Après, tu vas avoir des fonctionnalités techniques qui peuvent être très différentes. Déjà, au sein de la famille des masternodes et au sein de la famille du stacking, tu peux avoir des grosses différences. C'est-à-dire que tu peux avoir deux projets de stacking qui fonctionnent de manière totalement différente et deux masternodes qui fonctionnent de manière totalement différente. Globalement, pour le raisonnement de l'investisseur, c'est deux produits qui sont très proches. Le mécanisme, c'est le même, c'est de dire j'immobilise une quantité X de crypto-monnaie, en contrepartie, je touche des intérêts dans la dite crypto-monnaie. Donc ça, c'est le même mécanisme pour les deux. Les subtilités, ça va être que pour le stacking, tu peux investir le montant que tu veux. Tu peux venir avec 10 euros, tu peux venir avec 100 euros, tu peux venir avec 1000 euros. Tu n'as pas de limite. À l'inverse, sur les masternodes, tu as ce qu'on appelle un collatéral à déposer. Donc, pour monter un masternode X, il faut tant de tokens. Peut-être qu'il faut 1000 tokens de la crypto-monnaie. Donc, si on prend un exemple, par exemple, pour monter un masternode Dash, pour un masternode qui est assez connu, il faut 1000 Dash pour faire un masternode Dash. Donc, c'est-à-dire que si tu en as 999, tu peux pas le faire. Si tu en as 1001, tu en as 1000 qui seront comptabilisés et le token supplémentaire, entre guillemets, il ne servira à rien dans le masternode. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus fermé sur les masternodes. Après, aujourd'hui, des sociétés comme les nôtres, comme on draine suffisamment de volume, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des masternodes partagés. Donc s'il faut 1000 Dash pour faire un masternode Dash, le Dash, à l'heure où on se parle, il est autour de 300 euros. Donc 1000 Dash, c'est pas donné à tout le monde. Donc on va faire des masternodes partagés où on va permettre aux gens d'investir à partir de 0,5 Dash, par exemple. Tu vois. Mmh. Et après, ça dilue juste ta proportion en termes de rentabilité. Mmh. Et par exemple, pour le cas d'Ethereum, et la 2.0, là, pour le coup, c'est pas une masternode, c'est du stacking, mais quand même, c'est limité à 32 Ethereum minimum pour stacker et du coup, vous faites des stacking partagés aussi, avec si j'ai par exemple, j'ai 2 3 Ethereum en portefeuille, si je veux en stacker, 1 ou 2, voilà, je peux passer par vous, alors que par d'autres, moyens, j'aurais pas pu parce qu'il m'en aurait fallu 32. Tout à fait. Alors justement, Ethereum, c'est un cas intéressant parce que on a brandé Ethereum, les gens ont beaucoup brandé, beaucoup de parlé de stacking sur Ether, alors qu'en réalité, techniquement, derrière Ethereum, c'est un réseau de masternodes, tu vois, par exemple. Ouais, c'est bien, c'est ce que je me disais, tu vois? Parce que du coup, s'il en faut une certaine quantité, c'est que c'est une masternode. Alors c'est pas le seul critère, mais effectivement, et c'est ça qui fait que dans l'esprit des gens, la différence, elle est parfois difficile à saisir parce qu'il y a un lexique qui est pas toujours clair pour les personnes qui sont non initiées, et en réalité, c'est pas réellement important. Tu vois, nous, quand il y en a un chez nous qui parle de stacking d'Ether, il y a les techs qui vont le regarder de travers en lui disant: «Tu dis n'importe quoi», mais en réalité, les gens autour, tout le monde comprend ce qu'il a voulu dire. Donc c'est pas très important, et l'important, c'est que dans le discours, ce soit clair et compréhensible pour l'investisseur que tu as en face de toi. Donc le terme stacking est en train de se généraliser aujourd'hui sur le fait de l'action de immobiliser des crypto-monnaies et recevoir d'autres crypto-monnaies en échange. C'est un terme qui est en train de se généraliser, qu'on utilise un petit peu dans tous les sens, mais en réalité, c'est pas toujours réellement du stacking que tu as derrière techniquement.
mais c'est pas bon. Et effectivement, chez nous, si tu viens avec des Ethers, bah, tu peux les placer chez nous et du coup, tes Ethers, plutôt que de les laisser dormir sur ton Binance ou sur ton Coinbase, ton Kraken, bah, tu peux les placer chez Just Mining et tu vas avoir, je sais pas combien il est, mais il doit être à peu près à 7% de ROI annuel à l'heure actuelle. OK. Avec certaines particularités, notamment sur Ether, la particularité c'est que tu as une immobilisation des tokens sur une durée qui est assez longue. Donc il faut l'avoir en Ah tête oui, quand donc tu déposes des Ethers. tu peux pas sortir cash out quand tu veux, ouais. Je trouve le stacking, c'est une bonne manière en fait de pour les investisseurs long terme comme moi, de me dire, bon, bah, OK, tu vois, c'est au lieu de hold, donc hold c'est conserver, ces cryptomonnaies, tu vois, sur mon portefeuille, mais juste les laisser telles quelles et elles ne font rien. Bah, je préfère les mettre au service de la blockchain et en contrepartie, qu'elle fasse des petits, quoi. C'est quand même plus intelligent, on va dire dans une réflexion d'investissement de stacker, dès qu'on a une certaine quantité de crypto, de et qu'on a envie de la conserver sur, 2, 3, 4, 5 ans, ou plus, hein, de se dire: «Bon, bah, voilà, je vais stacker, quoi». C'est clair, tout à fait et tu as totalement raison là-dessus. Plutôt que de laisser tes actifs, plutôt que de les hold ou de les conserver à long terme de manière passive, tu as autant les mettre en stacking. Si c'est des actifs que tu as acquis et tu te dis: «Bah, voilà, ce projet-là, j'y crois, j'ai acheté du Polkadot, par exemple, j'ai acheté du Matic, par exemple, ces projets-là, j'y crois fortement et je suis convaincu que sur 3-4 ans, c'est des projets qui vont prendre beaucoup de valeur». Bah, à ce moment-là, plutôt que de les laisser dormir, sur ton compte, mets-les en stacking parce que tu pourras en plus récupérer des intérêts et maximiser ton portefeuille, donc c'est super intéressant, tout à fait. C'est marrant les 2 exemples que tu as pris, ça fait partie de mes 2 projets préférés, avec, enfin, c'est dans mon top 3 avec, Ethereum bien sûr qui est tout en haut, qui trône, telle la mère des crypto-monnaies. Ouais, ouais, Polkadot et Matic, 2 très beaux projets, en tout cas dans l'écosystème, justement je stack du Polkadot, titre perso et je sais qu'en fait, tu vois, cette crypto, je veux la conserver très longtemps donc je me dis: «Dès que j'en ai eu, plus d'une trentaine, je me suis dit: «Vas-y, je commence à les stacker, quoi». Ouais, tout à fait. Ouais, bah, puis en plus, voilà, on a des taux d'intérêt, enfin sur Polkadot, on est autour de 10, donc c'est quand même des intérêts qui sont pas négligeables. Ouais, 10, 12, ouais, c'est ça, ouais et il y en a pour certaines, alors qu'est-ce que toi tu comprends le mécanisme, de fixation des intérêts? Parce que ça me paraît énorme quand même. J'imagine que ça peut bouger aussi, c'est pas forcément, fixe, dans le temps, quoi. Si jamais, le marché, baisse, fortement, les taux d'intérêt vont également baisser. Alors, c'est pas forcément directement lié, au marché, c'est plus, lié au développement du projet. En fait, le ROI n'est jamais fixe. Par contre, l'évolution de ROI, tu la connais à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas le projet qui définit arbitrairement comment le ROI, va évoluer. C'est quelque chose qui est déjà défini, qui est déjà planifié, que tu peux voir dans ce qu'on appelle les tokens métriques de leur white paper. Donc en gros, là où ils déterminent, comment vont être émis les nouveaux tokens du réseau. Heu, Généralement, si on veut schématiser et prendre le truc du côté très simple, il faut avoir en tête que un projet qui fonctionne avec du stacking, pour qu'il puisse se développer correctement et que son réseau soit bien sécurisé, il a besoin d'avoir beaucoup de tokens qui soient placés en stacking. Parce que beaucoup de tokens en stacking, ça veut dire beaucoup de nœuds, et ça veut dire un réseau qui est plus robuste et qui est plus sécurisé. Pour qu'il y ait des gens qui aient envie d'immobiliser leurs tokens dans le stacking, bah, il faut que c'est un intérêt pour ces gens déjà d'acheter le token et en plus de le placer en stacking. Et donc comment tu fais pour rendre ça intéressant pour les gens? Et bah, déjà, il faut que ton projet soit bon, parce que si le projet est bon, les gens voudront bien investir dessus. Et en plus de ça, si le projet est bon et que tu as des taux d'intérêt qui sont importants, bah, ça va inciter les gens en fait à placer leurs tokens et à les immobiliser. Parce que si le projet est très bon et qu'en plus tu as 30 de ROI, tu vas te dire: «OK, bah, moi j'accepte, de les immobiliser pendant X temps, parce que je vais avoir des intérêts et en plus je crois à ce projet-là». Donc généralement les projets qui sont jeunes, qui ont besoin, d'avoir des tokens qui sont placés en stacking et qui ont besoin de séduire un petit peu les investisseurs, ils vont avoir des ROI qui sont très importants. Plus on avance dans le temps, généralement un projet s'il se développe bien, son ROI, il a tendance à baisser. Mais quand son ROI baisse, généralement, c'est que le projet se développe bien et tu as en parallèle le cours qui a tendance aussi, à monter. Mmh. C'est ce qu'on observe sur beaucoup de projets en tout cas. Et si tu prends des projets qui sont beaucoup plus anciens dans l'écosystème, on peut prendre l'exemple par exemple de Tezos, ou de Atom, qui sont, Tezos 2014 et Atom 2015, si je dis pas de bêtises. Mmh. Bah, on a des taux d'intérêt qui sont,
qui sont top par rapport au marché de la finance traditionnelle, mais qui sont pour de la crypto, pas forcément les plus sexy. Tezos, on est autour de 4-5% et Atom, on est autour de 7-8%. Donc c'est moins intéressant que d'autres projets, mais tu sais que tu es sur des actifs qui ont une ancienneté, qui sont robustes et globalement, c'est des projets qui ont fait leurs preuves. Donc tu peux te dire sans trop prendre de risques que dans 3 ans, le Tezos ou le Cosmos, ils seront encore là. À l'inverse de projets qui s'est lancé il y a 12 mois, qui a effectivement plein d'ambition et que le projet sur le papier est génial et ils ont un gros ROI, tu peux prendre le risque dessus, mais faut que tu te dises que tu prends quand même plus de risques que d'aller sur des projets comme cela. Donc, c'est pas du tout le même raisonnement d'investisseur en fait que tu vas avoir d'ailleurs. Quand on a lancé Elrond en l'été dernier, au départ, le ROI était à 36%, ce qui est colossal quand même comme retour sur investissement. Et, le projet était très jeune, donc ça s'est super bien passé. Le projet a hyper bien performé et c'est un des projets avec lesquels on est le plus proche. Mais au départ, c'était quand même un projet qui était plus jeune, qui a des grosses ambitions, et donc quand tu rentres sur un projet comme ça, bah tu prends aussi plus de risques, quoi. Ouais, carrément. T'as l'impression qu'ils vont tout faire, si tu les écoutes, elles rendent mais en tout cas, ouais, j'étais très content de vous écouter, d'ailleurs, c'était pas un conseil en investissement, mais j'ai fait plus de recherches après, tu vois? Après, que avoir entendu parler d'Elrond, par Just Mining, Asher et cetera, et pour le coup, ouais, je suis plutôt content, quoi, quand tu achètes un jeton à 7 €, moi je les avais eu dans ces eaux-là, et que, tu le revends à 190, je peux te dire, tu fait ta C'est en clair. 3 ou 4 mois, tu satisfait, quoi, genre. En plus, ils ont sorti leur wallet Maillard qui est plutôt sympathique, j'ai hâte de voir l'évolution du truc, mais, ouais, c'est grave intéressant. Alors je voulais venir, sur peut-être un dernier sujet parce que le temps file et quand on parle de crypto, c'est fou comment ça passe vite, hein, ça passe aussi vite que la volatilité des marchés. Je voulais parler d'un peu de stablecoin avec toi, parce que je trouve ça vraiment intéressant en fait d'avoir, du coup, un actif crypto qui, on va dire, qui permet de sécuriser, peut-être à certains moments quand tu as fait des plus-values et que tu as pas envie de cash out et de passer par la case impôt, hein. On parlera d'impôt aussi juste après, mais, je trouve ça cool d'avoir, voilà, des stablecoins. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ce que c'est, comment ça marche et pourquoi aussi sur les stablecoins il y a des stacking, tu peux stacker à 10-12% alors que c'est censé être une copie d'une monnaie fiat, quoi? Alors, ouais, effectivement, non. À l'origine, les stablecoins, c'était un petit peu l'idée, c'était de dire plutôt que de repasser sur de la devise fiat, où c'est beaucoup plus long, où tu perds beaucoup en agilité parce que bah les marchés de la bourse, ils ont une période qui est définie, mais le marché des crypto-monnaies, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Donc ton cours, il peut bouger, il peut prendre beaucoup de valeur ou perdre beaucoup de valeur le dimanche soir à 3 heures du matin. Donc si tu es un gros investisseur ou un gros trader, tu as intérêt à être réveillé ou avoir mis tes positions. Et à l'époque, quand il n'y avait pas de stablecoin, bah, tu pouvais juste repasser sur du Bitcoin ou sur de l'Ether. Donc autant te dire que tu repassais d'un actif qui était très volatile à un actif qui était juste volatile. Donc tu restais quand même sur de la volatilité et c'était pas toujours adapté. Mmh. Donc le stablecoin à la base, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de pouvoir passer sur des actifs qui sont stables. Donc le premier, ça a été l'USDT. Donc en gros, c'est un USDT, c'est un stablecoin qui est indexé au dollar. Donc un USDT égale toujours 1 $. Et derrière, la société Tether s'engage à avoir l'équivalent de 1 $ en coffre-fort de tous les dollars de tous les USDT qui sont en circulation. Alors c'est pareil, ça a nécessité beaucoup de débats, mais voilà, c'est ça l'idée. Depuis, il y a plein de nouveaux stablecoins qui se sont développés. Il y a le BUSD de Binance, il y a l'USDC de Coinbase, il y en a vraiment plein, et avec des promesses et des idées qui sont un petit peu différentes, qui permettent toujours aujourd'hui sur le marché de se protéger de la volatilité. Donc effectivement, aujourd'hui, si tu fais de la plus-value sur des crypto-monnaies et que tu repasses sur de la monnaie fiat, bah tu dois passer par la case imposition. Alors que si tu restes sur du stablecoin, bah tu restes en crypto-monnaie, donc tu n'as pas à passer par cette case imposition. Donc c'est vraiment le principal usage aujourd'hui pour les investisseurs en tout cas. Après, tu as plein d'autres usages, notamment en termes de transfert, notamment pour des transferts de valeur transfrontaliers.
Je discutais avec un ami qui a beaucoup de famille encore, en Afrique et qui me disait: «Bah, moi, avant les cryptomonnaies, en fait, quand je devais envoyer de l'argent en Afrique, bah, à chaque fois, je me prenais des frais qui étaient colossaux parce que je devais passer par plein d'intermédiaires et c'était, déjà, c'était long et en plus, c'était cher». Aujourd'hui, mon cousin qui est en Afrique, il a son wallet crypto, je lui envoie de l'USDT, je lui envoie de l'USDC, enfin je lui envoie du stablecoin, ça se fait instantanément avec des frais qui sont quasiment inexistants. Et lui après derrière, il peut reconvertir ses USDC ou ses USDT contre de la valeur de monnaie locale et il peut aller les utiliser chez lui. Donc il y a plein d'autres usages en fait que nous on voit peut-être moins sur les marchés, sur les zones géographiques occidentales parce que nous on a un marché financier qui fonctionne bien. Mais voilà, le stablecoin a une utilité qui va au-delà de l'aspect purement protection de la volatilité pour les traders. Ouais, carrément, carrément, très utile, aussi pour, j'avais pas pensé à cette partie-là, mais au final, c'est ce qui fait que les pays, sous-développés aujourd'hui, il y a autant d'adoption des cryptos aussi, c'est vrai que pour les virements transfrontaliers, c'est très, très pratique et du coup, je me dis: «Mais si c'est si peu cher que ça, en termes de frais, de transaction, d'envoyer par exemple, de l'USDC, comment ça se fait que moi je peux prêter de l'USDC à 10 ou 12%?» tu vois? Alors ça c'est pour de l'investissement, c'est un modèle qui est différent, donc c'est pour ça tout à l'heure tu as parlé Mmh. de stacking du USDC ou du USDT. Ouais. Là typiquement, le stacking est pas forcément le bon terme d'un point de vue technique parce que ce n'est pas de la sécurisation blockchain. C'est des mécanismes d'investissement, les mêmes que tu vas retrouver sur de la finance traditionnelle où d'un côté tu as des gens qui ont des liquidités, disponibles. Admettons, toi tu es un investisseur, tu as 10 000 USDT, sur toi, tu fais rien du tout. Et à côté de toi, tu as un mec qui aimerait bien avoir ces 10 000 USDT pour investir, Mmh. mais il les a pas forcément. Et donc toi, tu vas pouvoir lui prêter contre ton intérêt. Et voilà. Et tu as des plateformes qui permettent en faire de faire tous ces échanges-là. Et voilà, c'est des mécanismes financiers qui sont pas nouveaux, qui existent déjà sur la finance traditionnelle, mais qu'on a totalement décentralisé donc dans ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, Mmh. et où on va donner une dimension encore plus importante parce que le champ des possibles est beaucoup plus large, parce que tu as pas d'intermédiaire, parce que tu as plus de flexibilité, tu as plus d'agilité. Donc c'est ça qui est super intéressant. OK, trop cool, ouais. Donc ouais, c'est pas du stacking, c'est du prêt. On prête nos C'est stablecoins. c'est ça. OK, très clair, oui, oui, c'est C'est ça. C'est pour ça que si par exemple tu vas logique. sur une plateforme comme Aave ou sur Nexo, ils vont pas parler de stacking, ils vont parler soit de earn, Ouais, soit de, c'est ça. heu, soit de lending, soit de borrowing, où ils vont utiliser des termes comme ça. Ils vont pas utiliser les termes stacking. Oui, exactement, ouais. Et notamment, moi, j'utilise Swissborg, qui est une plateforme, européenne, enfin suisse, mais qui est très bien aussi à ce niveau-là parce qu'eux, la défi, on va dire pour quelqu'un de lambda, c'est pas hyper simple d'aller, sur Aave, ou sur Compound, et voilà, faire ses petites affaires. Alors, pour le coup, c'est mieux d'utiliser des solutions comme Swissborg, eux qui sont directement, plugués à ces sociétés de défi et qui vont te proposer des taux, intéressants, donc ouais, ça c'est plutôt cool. C'est clair. À AVE, c'est vrai que c'est pour aller un petit peu plus loin. Après, effectivement, tu as des sociétés portes d'entrée comme Swissborg qui font très très bien l'affaire, qui sont très intuitifs, très simples d'utilisation et qui n'importe qui, même avec un niveau de connaissance des crypto-monnaies qui est très bas, peut aller utiliser. Ouais, Donc ça, carrément. c'est super intéressant. C'est important d'avoir des sociétés comme ça. Il y a beaucoup de gens de l'écosystème qui ont du mal, mais c'est très important. Comme des sociétés comme Coinbase qui est parfois critiquée un petit peu pour les frais qu'ils vont prendre. C'est des sociétés qui sont très importantes pour l'adoption parce que acheter tes premières crypto-monnaies, c'est beaucoup plus simple de le faire sur un Coinbase pour une plateforme internationale ou de le faire sur un Descoin en France, par exemple, que d'aller le faire sur un Binance ou sur un Kraken, qui sont des plateformes qui vont te donner effectivement des fonctionnalités et un champ des possibles qui est plus important, qui vont aussi te proposer plus de devises, mais qui sont en termes d'utilisation à un niveau un peu plus avancé, quoi. Ouais, clairement, clairement, Binance, il propose tellement de fonctionnalités que si tu connais rien, tu t'es totalement paumé à une vitesse, hallucinante, quoi. OK, on arrive déjà presque à la fin de cet épisode, c'est dingue comment ça passe vite. Moi, j'aurais aimé avoir ton avis, pour finir, alors après il y aura 2 petites questions de fin, que je pose toujours à tous mes invités, mais, en dernière question sur la thématique de cet épisode, pour toi, quelle est toi ta croyance envers l'écosystème?
Et selon toi, quels sont vraiment les on va dire les projets sur des verticales de marché, qui vont avoir, énormément d'importance? On en a cité quelques-uns, bien sûr pendant l'épisode déjà, Ethereum, évidemment que Ethereum est une référence. On a parlé de Polkadot un petit peu aussi, on a parlé de Aave. Est-ce que, Elrond, est-ce que tu vois d'autres projets, sur lesquels vraiment tu vas continuer à faire des recherches, tu vas t'intéresser davantage pour voir comment ça va se développer et en lesquels tu crois énormément? Sans pour autant donner de conseils en investissement, les gens feront leurs propres Ouais. recherches, hein. Non, non, tout à fait. Moi, il y a 2 verticales qui m'intéressent aujourd'hui. C'est les blockchains de blockchain, enfin ce qu'on appelle les blockchains des blockchains, chez nous. C'est en gros des projets qui sont très techniques et qui vont développer des écosystèmes pour permettre à des gens qui veulent monter des blockchains ou des crypto-monnaies de le faire beaucoup plus facilement. Donc c'est le rôle par exemple d'Ethereum qui propose de créer un écosystème sur lequel tu vas pouvoir te baser pour monter d'autres cryptos. Et tu en as plein des comme ça. Tu as Polkadot, tu as Avalanche, tu as Algorand, tu as Solana. Tu as plein d'écosystèmes comme ça qui sont des projets qui sont déjà très très intéressants techniquement parce qu'il y a une pensée intellectuelle derrière qui est absolument incroyable. Mais au-delà de ça, c'est des projets qui sont nécessaires au développement de l'écosystème. C'est-à-dire Mmh. que ces projets-là, ils apportent des regards nouveaux, ils apportent des innovations, et c'est ça qui permet à l'écosystème et à la technologie d'évoluer et d'avancer toujours. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant du coup. Ça permet d'être toujours à jour et de voir de nouvelles choses arriver. Donc moi, je suis beaucoup ces choses-là actuellement, sans comprendre tout, parce que il y a des choses très très techniques dans ces projets-là que à mon échelle n'étant pas tech sont hyper difficiles à comprendre. Donc c'est vrai que c'est des projets qui sont pas toujours évidents à saisir pour les gens qui sont non initiés, mais en tout cas c'est des projets super intéressants à suivre. Mmh mh. Et à côté de ça, j'aime bien les projets qui ont des usages qui sont déjà très concrets. Il y en a très peu, il y en avait pas encore, on commence à en avoir, mais tu vois des projets comme Chiliz par exemple, qui moi Mmh. je suis un fan de foot, donc quand j'ai rencontré Alexandre Dreyfus pour la première fois, j'ai trouvé le projet incroyable et ça m'a tout de suite parlé. Et dans le même style, tu as plein d'autres projets. Tu as par exemple le projet audio de la société Audius Mmh. qui a un modèle qui est un petit peu similaire, mais sur l'écosystème de la musique. Donc ça, tu vois, c'est des projets C'est un qui sont Spotify très blockchain, c'est concrets, ça? qui résolvent des. C'est ça. D'ailleurs, il y a une partie des, je crois qu'il y a des membres du board de Spotify qui sont advisors du projet. Mais c'est dans la musique, tu te retrouves avec plein de problématiques autour de la distribution des droits d'auteur qui pourraient en fait être en partie résolues par la blockchain. Donc là, c'est vraiment des projets qui ont des cas concrets avec des utilisations qu'on va pouvoir mesurer sur du très court terme. Donc ça, c'est d'autres projets qui sont à mon sens hyper intéressants. Et après, tu as un champ des possibles qui est très très vaste dans la blockchain. Donc selon les affinités de chacun, tu vas trouver plus de sens à suivre ce projet-là plutôt qu'un autre. Mais ça, en tout cas, c'est deux verticales qui me semblent intéressantes à suivre. Mmh. OK, donc d'un côté, tout ce qui est, création de blockchain, donc si on devait faire un parallèle avec le web, c'est un peu les CMS de la blockchain, quoi. Les CMS sur le web, tout ce qui permet, en fait, à des particuliers, des professionnels de créer un site web, de A à Z. Là, c'est un peu pareil, mais pour créer une blockchain, un projet blockchain, de A à Z, tu as tous les outils nécessaires, et tu as l'écosystème, qui va avec, quoi. Et l'autre, C'est ça, exactement. l'autre, c'est tout ce qui est projet très concret qui s'ancre dans l'économie réelle et qui ont des usages immédiats, day one, quoi. Genre, à partir du moment où leur techno fonctionne quand même, mais c'est facile de s'imaginer, en fait, à quoi servent, ces projets. OK, OK, trop C'est ça, cool. c'est ça. 2 petites questions pour finir. La première, c'est est-ce que tu as on va dire des ressources, en termes de contenu à nous recommander? Alors je pense, bien évidemment à la chaîne de Asher, sur YouTube, mais est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, influenceurs, des gens, pour toi la parole compte, ou des podcasts, des chaînes YouTube, des newsletters, tout ce qui peut être utile à une personne qui a envie d'approfondir son niveau de compétence,
sur la blockchain et les crypto-monnaies? Ouais, alors il y a pas mal de choses globalement pour quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser un petit peu, à l'écosystème blockchain. En français aujourd'hui, on a plein de médias qui font un super boulot, Journal du Coin, Cryptost, et il y en a plein d'autres, donc qui sont aussi bien actifs sur des articles écrits que sur YouTube avec des vidéos aussi qui font de manière régulière. Donc là, tu peux trouver vraiment plein de choses qui sont super intéressantes avec des rubriques tuto pour reprendre un petit peu les bases que tu vas pas forcément trouver en suivant une vidéo que tu vas trouver comme ça. Donc ça, c'est intéressant pour commencer. Tu as en newsletter la référence de l'écosystème en français, c'est celle de Grégory Raymond, 21 millions, qui est assez reconnu aussi, donc qui est un journaliste de Capital qui s'est spécialisé dans les crypto-monnaies, donc qui a sa newsletter qui paraît une fois par semaine, où il fait intervenir des gens un petit peu, donc ça c'est aussi intéressant. Mais voilà. Mais les médias francophones, il y en a plein, il y a plein de contenus qu'on peut trouver aujourd'hui assez facilement. OK, trop cool. Ouais, il y a Blocknote aussi, qui est produit alors je sais pas si c'est produit juste par Owen ou si c'est un newsletter de Just Mining, Blocknote? C'est par moi, c'est par Ah! moi et Owen, ouais. Bah, voilà, Donc c'est faut le moi qui fais dire. les C'est super, c'est bien ce que vous faites chez Blocknote aussi. Ça ressemble un petit peu à 21 millions pour le coup. Alors c'est un petit peu différent dans le sens où nous c'est vraiment un état des lieux des news. On va pas faire d'analyse, on va pas faire intervenir forcément de gens extérieurs. Alors on s'associe toujours avec un membre de l'écosystème pour le présenter, mais on va pas faire d'analyse très précise sur un sujet. Nous ça va vraiment être de reprendre, donc c'est un format qui est bimensuel, qui sort une fois tous les 15 jours, où on va faire un récapitulatif en fait des 5 à 10 news de l'écosystème blockchain. L'idée étant de dire, bah voilà, je m'intéresse un petit peu à cet écosystème, j'ai pas forcément le temps de passer 1 heure par jour à regarder les médias. Bah là, une fois tous les 2 semaines, je prends 10 minutes et je peux voir un petit peu c'est quoi les news importantes du marché. Elles sont déjà filtrées, elles sont dans l'ordre et tu peux avoir une overview assez globale du marché sans y consacrer trop de temps, quoi. Ouais, très utile et très clair. OK, parfait. Bon, dernière question. Est-ce que, on peut parler un petit peu des investissements que tu as fait, toi, ceux qui ont marché, ceux qui ont moins bien marché? L'idée, c'est que tu essaies de nous donner un screenshot de ton portefeuille, pas forcément que crypto, hein, sans pour autant rentrer dans les détails au niveau des chiffres et cetera, mais pour savoir un petit peu comment tu gères tes finances perso, Pas de problème. Alors moi, de toute manière, je suis essentiellement crypto dans tous les cas. Grosse majorité de mon portefeuille est crypto et c'est pas bien, mais j'ai beaucoup plus d'actifs en crypto que sur que sur mon compte en banque. Donc je suis beaucoup trop exposé. Mais bon, quand tu es dans l'écosystème, tu peux te permettre d'avoir un taux d'exposition qui est un petit peu plus important que la moyenne. À côté de ça, mes diversifications, elles sont encore assez légères. Je fais un petit peu d'immobilier à petite échelle et à la base, je suis un entrepreneur. Donc nous, on a créé plusieurs sociétés et on est en lien avec plein de sociétés. Donc je suis au capital de plusieurs structures. Donc voilà, c'est comme ça que moi, entre guillemets, je prépare la suite. Et voilà. Et en termes de crypto, aujourd'hui, vu le contexte actuel du marché, mes principales positions sont sur les monnaies mères. Je suis beaucoup repassé sur Ether et Bitcoin. Une grosse exposition également sur le BNB et sur donc le token de Binance et sur Elrond. Voilà, ça c'est mes 4 plus grosses positions. Et après j'ai fait des belles performances sur plein d'actifs, hein, sur le CHSB de Swissborg que j'avais acheté très tôt, sur UTK, sur Matic, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Donc mmh. voilà, il y a pas mal d'actifs sur lesquels ça s'est plutôt bien passé. Et sur ceux pour lesquels ça s'est moins bien passé, alors j'ai pas de j'ai pas eu de grosses mauvaises surprises encore dans ma jeune vie d'investisseur. Par contre, il y a toujours des moments où tu vends trop tôt, Ouais. où tu peux te retrouver à certains actifs que tu suis et que tu aimes beaucoup et que tu vends récemment, le dernier en date, je l'ai vendu à 3 centimes et 10 jours plus tard, ça faisait 2 ans que j'en avais vraiment beaucoup. J'en avais acheté au début du projet, j'en avais pas mal. C'était quoi? Euh, je- C'était Chili's justement, Ah c'était Chili's, mince! j'en avais vraiment beaucoup. Et, euh,
et je les ai vendus, alors je les ai gardés très longtemps, je les ai achetés au tout début, donc vraiment peu cher. Je croyais beaucoup au projet à long terme, donc quand je les ai achetés, je me dis: «Je les achète pas en tant que valeur d'investissement, je les achète vraiment pour l'utilité du token et pour les utiliser plus tard sur la plateforme». Et là, quand le bull run commençait un petit peu, il a tardé un petit peu à démarrer, et je me suis dit, il bouge pas, et peut-être que parce qu'il a des vrais usages, il bougera peut-être pas tout de suite. Donc je vais liquider une grosse partie, et je m'y repositionnerai plus tard, quand ce sera calmé. Et en fait, j'ai liquidé une grosse partie autour de 3 centimes, et 10 jours après, il était à quasiment 70 centimes. OK. Donc là, c'était dur psychologiquement. Ouais, j'imagine, surtout que pour toi Mais bon, ça fait qui pas est un gros fan de foot et qui était là au tout début, ça doit être un moment difficile, ouais. c'est clair. OK, beh, merci beaucoup d'avoir C'était, partagé, ouais, bah c'était ouais, dis-moi? non, mais voilà, non, mais ça fait partie de toute façon, voilà, si tu discutes avec n'importe quel investisseur, crypto, il en a toujours des histoires comme ça, des actifs que tu as l'impression d'avoir vendus trop tôt. En réalité, quand tu dézoomes globalement, tu te rends compte que tu as juste, gagné moins que ce que tu aurais pu, mais tu as quand même gagné. Il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'il y a on a un investisseur qui m'a dit ça là, il y a pas longtemps, et ça m'a marqué. Il me dit: «Tu sais, j'ai vu plein de gens, réussir financièrement, en vendant trop tôt, mais j'en ai jamais vu aucun qui est devenu riche ou qui a gagné beaucoup d'argent en vendant trop tard». Et c'est vrai que quand tu dézoomes, parfois on a tendance à vouloir être trop gourmand, alors qu'en réalité, quand on fait des belles performances, faut savoir sortir et prendre ses bénéfices, c'est important. Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai qu'il faut pas avoir honte. Même moi, la preuve, là, tu vois, enfin, j'ai on peut avoir l'impression que c'est le cas, mais j'ai vendu, du Ethereum et du Bitcoin hier. Bon, j'ai pas vendu trop tôt ou trop tard parce qu'ils sont bien hauts quand même, mais tu vois, aujourd'hui, je vois le bitcoin qui explose. Je me dis: «Mince, mais de toute façon, pourquoi je les ai vendus hier? Parce que je voulais me payer mes vacances cet été». Alors j'ai revendu pour 1 500 balles, j'ai de quoi partir en vacances et je suis content, quoi, et c'est ce qui compte au final. L'argent, ça sert à ça, ça sert par moment à dire cash out et on se fait plaisir. Donc donc voilà. Eh bien, écoute, merci Thibaut. Un dernier mot pour la fin? Une bouteille à la mer pour nos auditeurs? Non, bah, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, et puis, bah, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour sur Just Mining, voir un peu ce qu'on propose, et puis, en espérant que ça vous plaise, et puis faire un petit tour sur GC. On travaille avec eux depuis pas mal de temps, donc regardez un petit peu ce qu'on fait. Super, bah, je te remercie Thibaut. Allez, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on ne sait jamais sur internet et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Juicy Nation. Salut! À bientôt, ciao, ciao. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesses et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.